tout laisser, tout quitter. Donc certains le font presque du jour au lendemain. Et à la fin, comme je l'ai dit aussi, c'est très difficile. C'est-à-dire que les nazis ont voulu faire partir tous les opposants, mais aussi tous les juifs, s'en débarrasser. Et en même temps, les complications administratives étaient effrayantes, quoi. Vous aviez des permis temporaires, et puis ensuite ce permis, le temps de trouver un visa pour un pays étranger. Et comme c'était très difficile de trouver des pays d'accueil, on perdait ce visa temporaire. Enfin, c'était vraiment une abomination. Et donc il y a ce geste très fort, quoi, qui est de décider de quitter son pays dans l'espoir d'y revenir un jour si les choses s'améliorent, mais souvent dans le désespoir de se dire c'est fini, je dois abandonner mon pays. C'est quand même quelque chose de très violent. Mon pays, ma culture, ma langue, mes ancêtres, mes aïeux, les morts, enfin, etc., etc. Pour l'inconnu, parce que vous avez entendu la litanie, je tenais à ce qu'on sache, même si on n'identifie pas chacun des personnages qui est évoqué dans le film, je tenais à montrer que ils vont aux quatre coins du monde, quoi. C'est-à-dire que ils vont en Europe, évidemment, ils vont en France, ce qui n'est pas une très bonne idée, parce que quand les Allemands vont arriver en juin 40, ils seront pourchassés, ou ils seront internés, ou ils seront remis aux nazis. Mais ils vont en Suisse, ils vont en Angleterre, et puis ils vont plus loin, ils vont en Amérique du Sud, ils vont en Australie, ils vont aux États-Unis, bien sûr, ils vont au Japon. Enfin, il y en a qui sont refoulés, qui reviennent, il y en a qui meurent dans les bateaux qui les embarquent à travers l'Atlantique. Et puis, il y a le rêve comme ça de la terre promise. La terre promise, pour certains, c'est la Palestine, mais pour beaucoup, c'est l'Amérique. C'est pour ça que je tenais à terminer, qui symbolise un peu cette terre promise. Je tenais à terminer sur cette image des tours de Manhattan qu'on aperçoit à l'horizon, mais je tenais aussi à ce qu'on s'en approche pas trop. C'est-à-dire que ça reste loin. Ça reste loin, pourquoi? Parce qu'il y a la mer qui est encore hostile, et puis ce pays fantomatique qui se dessine à l'horizon, ils en sont pas sûrs, mais nous, on sait que l'accueil va être pour certains à peu près impossible, enfin qui sont pas désirés, qui sont pas, c'est des étrangers, et donc ce sont des indésirables. Enfin donc là, c'est des situations qu'on connaît aujourd'hui, et donc nous on peut se dire ah tant mieux pour eux, ils ont réussi à échapper à l'enfer, mais ce qui les attend n'est pas forcément, n'est pas un avenir très, très garanti. Donc, voilà, c'est à la fois une idée du sens du film et de pourquoi il se termine comme ça. Je travaille avec un assistant, un documentaliste qui sait ce que je cherche dans les images d'archives avec lequel j'avais déjà travaillé. Et donc, la recherche essentielle a été dans les fonds d'archives privés, c'est-à-dire ces images que souvent on laisse de côté, que la télévision laisse de côté, parce que c'est plus simple d'utiliser les images des actualités officielles, elles sont plus faciles à trouver, elles correspondent plus aux clichés, aux images toutes faites qu'on a tous dans la tête, enfin, et à ce qu'on s'attend à voir, les défilés, militaires, les foules extatiques qui lèvent le bras, etc. Enfin, toute cette imagerie qui, à mon avis, nous empêche de voir ce qui s'est passé en Allemagne à cette époque. Et donc, je tenais au contraire à m'intéresser à toutes ces images de la vie ordinaire, des petits événements de la vie ordinaire, toutes ces images de la vie quotidienne, les rues, les places, les boulevards, quelques intérieurs de maisons, enfin tout ce qui n'a pas beaucoup de place d'habitude dans les films. Parce qu'à travers ça, je trouve qu'on sent l'air du temps. Voilà. On sent quelque chose du passé. Si aujourd'hui on essayait de raconter notre vie, si on la racontait uniquement à travers ce qu'on voit de nous à la télévision, je pense que ce serait très loin de ce que nous vivons chacun. Et donc, je trouve qu'il
utiliser ce matériau des films amateurs. Il y a beaucoup de films amateurs. Il n'y a pas que des films amateurs. Il y a quelques films dits institutionnels, mais utiliser tous ces films amateurs, ça donne un tout autre regard sur le passé. Et donc ça permet de raconter l'histoire autrement. Alors même pour l'anecdote, j'avais fait avant un autre film d'archives en Allemagne, enfin sur l'Allemagne, sur les Jeux de 1936, les Jeux olympiques de 1936. Et à l'occasion des recherches pour ce film, j'étais tombé en arrêt devant 3 séquences. Voilà. La séquence de la marionnette. Vous vous souvenez du visage de la marionnette qui est façonné et qui permet de raconter ce qu'est un nazi. Voilà. Je me souviens, je visionnais chez un collectionneur sur sa petite visionneuse un film en 8 mm ou en 9,5. Il fallait attendre la fin du film, de film en film. Comme ça, je m'endormais parce que j'avais une séquence. J'avais tourné dans la journée dans le froid et tout ça, et je voyais ça et tout. Et puis, je n'ai pas réagi. Et puis, 5 minutes après avoir vu ce petit film, j'ai dit, ah, je veux le revoir, je veux le garder. Parce que ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait. Puis j'ai essayé de le mettre dans ce film dans les Jeux Olympiques, là, dans ce film sur les Jeux Olympiques, qui ne parle pas que des Jeux Olympiques, qui racontait comment les nazis se sont emparés des Jeux Olympiques pour en faire une vitrine de l'Allemagne. Voilà. Et puis j'ai pas pu l'utiliser. Mais quand même, je l'ai gardé dans un coin de ma tête, si vous voulez. Puis il y a une autre séquence que j'ai gardée dans un coin de ma tête, que j'ai essayé d'utiliser pour ce film sur les Jeux. C'est le mariage de cette jeune fille, très jeune femme, très jolie, et tout ça, film en couleur. Et puis on s'aperçoit tout à coup que c'est un peu La Belle et la Bête, quoi. Il y a cette jeune femme, et puis elle épouse un SS en uniforme noir avec son... Bon, il y a quelque chose de terrible dans cette scène de mariage qui est banale, quoi. C'est un mariage, il y en a des milliers qui ont été filmés. J'ai pas pu l'utiliser, j'ai laissé de côté. Et puis, troisième séquence que j'ai laissée de côté, à regret, parce que c'est un peu comme des rushs qu'on tourne, on laisse des images à regret. On aimerait bien qu'elles rentrent dans un film, mais ça sert à rien de forcer. Si ça peut pas rentrer dans le film, ça rentre pas dans le film. Et donc, troisième séquence, c'est cette espèce de scène de chasse en Bavière, je pense, avec Göring, scène de chasse filmée en couleur, elle aussi, quoi. Voilà. Et puis là, j'y ai repensé quand j'ai fait ce film-là, et ça m'a paru évident. Par exemple, que la scène de chasse en Bavière, c'était une façon magnifique, métaphorique, de raconter ce qui n'a pas laissé d'image, qui n'a pas été filmé, ou quasiment pas, la fameuse horrible nuit de cristal. Voilà. C'est une scène de chasse, quoi. Il n'y a pas de gibier, mais on sent que le gibier, il est dans le bois, quoi. C'est une façon d'évoquer cela, quoi. Et puis le mariage avec le SS, bon, ça raconte des tas de choses facilement. Voilà. C'est un peu, disons que ça suffit pas de trouver ces images, on en trouve beaucoup plus. Je passe pour un film comme ça, je passe avec ma monteuse, avec la monteuse avec laquelle je travaille, je passe plutôt 3 semaines continue à regarder tout ce que j'ai fait mettre de côté. Je suis très boulimique, j'en veux beaucoup, quoi. Et ce moment du visionnage, il est très important parce que on est deux et on met de côté, on range, on classe ce qui vous frappe, ce qui vous frappe du point de vue du cinéma. Il se passe quelque chose. C'est pas juste des plans tournés par quelqu'un. Au début, on aura envie de tout garder parce qu'on se dit « Ah, chic, j'ai ci, j'ai ça ». Puis au bout d'un moment, il y a des images sans intérêt, enfin sans grand intérêt. Puis il y en a d'autres qui continuent à vous occuper, auxquelles on continue à penser. Et le film, après, il va se monter grâce à ces associations d'idées, grâce à ces souvenirs, grâce à ces rapprochements, à ces contacts entre ce qu'on doit raconter, ce qu'il y a dans le texte, dans les voix, qui sont aussi un immense... il y a de quoi se perdre, tellement il y a de choses entre ces textes, ces voix, ces êtres humains qui sont cachés dans ces voix, et puis ces images qui ont été filmées par d'autres gens dans un autre but que de nous raconter aujourd'hui une histoire.
Alors, techniquement, parce que je ne réponds pas tout à fait à votre question pour aller jusqu'au bout, techniquement, les Allemands ont une culture technique beaucoup plus importante que les Français. Et donc, dans les cinémathèques en France, on commence à s'intéresser, on commence à rassembler, enfin on commence, ça fait une dizaine d'années, on commence à rassembler les films amateurs. Les films amateurs, c'est la première communion, c'est la naissance de bébés, c'est des tas de bêtises comme ça qu'il y a dans toutes nos familles. Hein, voilà. Puis dans ces films amateurs, il y a des cinéastes qui sont des cinéastes anonymes, des cinéastes sans nom, mais qui sont des vrais cinéastes, qui ont filmé des événements, qui ont filmé des circonstances particulières de la vie. Et les Allemands ont eu un goût très prononcé, plus prononcé que les Français collectivement, hein, il y a toujours des exceptions. Ils ont eu un goût très prononcé pour la photo, la photographie, le cinéma amateur. Donc c'est un gisement extraordinaire. Et que des cinémathèques privées, mais aussi des cinémathèques de région, vous savez que l'Allemagne est très décentralisée, que des cinémathèques de région, des cinémathèques privées ont eu l'idée petit à petit depuis une vingtaine d'années de rassembler, ce qui évite que tout soit jeté ou perdu ou effacé ou égaré. Donc tout ça est petit à petit est rangé, et indexé, mais indexé, il y a des choses, comment voulez-vous les intituler, quoi. Mariage, enfin, je sais pas, première communion, enfin, je sais pas, défilé, enfin. Donc il faut aller regarder, il faut sortir les images et puis voir ce qu'il y a dedans. Il y a des choses, quelquefois c'est grisant, on se dit, ah, c'est bien, puis non, et puis il n'y a rien, puis il y en a d'autres. Je dis, tiens, regardons ça par acquis de conscience, et puis il y a des images, il y a un moment de cinéma. Voilà, c'est ça qui me plaît dans ces images d'archives que vous avez vues, c'est que ces images amateurs, elles vont vite, souvent. Je les laisse au maximum de leur durée. Il y a des gens qui les coupent, voilà, mais déjà, c'est des images courtes parce que la pellicule est précieuse. Donc, on a tendance à couper court, plus court que dans un film de cinéma. Donc, j'essaye de garder les images le plus longtemps possible, quoi, mais malgré tout, c'est des images courtes. Et donc, c'est à partir de ces images courtes de construire un récit qui utilise toutes ces images comme si c'était les rushs d'un film que j'aurais tourné. Hitler arrive au pouvoir en 1933. Vous avez vu dans le film qu'il y en a déjà qui sont très favorables à Hitler et aux nazis, donc ça commence avant 1933. En 1933, Hitler est appelé au pouvoir légalement par le président de la République, par le chancelier Hindenburg, parce que Hitler est l'homme politique qui est le plus, qui a le plus de capacité à être le chef du gouvernement. Et les nationaux socialistes vont rester au pouvoir jusqu'en 1945, jusqu'à la défaite, à la capitulation de leur pays. Mais après, dans les esprits, dans les têtes, quand toute votre jeunesse, votre enfance a été façonnée par ça, c'est un autre sujet que j'aborde pas dans le film, mais quand je filme un lapsus, quand je regarde des enfants ou des jeunes gens qui sont filmés, là, on se dit que leur vie a dû être orientée et brutalisée par ce moment de l'histoire, quoi. Mais stricto sensu, le, 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 le régime national-socialiste reste au pouvoir en Allemagne de 1933 à 1945, quoi, donc pendant 12 ans, quoi. Ce qui n'est pas beaucoup, mais en même temps, vu ce qui s'est passé d'atroce pendant ces 12 ans, c'est énorme. C'est une société de contrôle, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des flics partout. Il y a les voisins, il y a les films sur les fêtes d'entreprise et tout ça, je trouve, sont très intéressants. Les fêtes d'entreprise ou les exercices de gymnastique collectif ou ce moment où on a un lever des couleurs dans une entreprise avec des cadres en costume et tout ça qui obéissent à un type en short, en culotte de peau et tout ça, qui est un petit nazi, quoi. C'est très intéressant. Ça nous montre que, et ce que disent d'ailleurs certains des témoins, que c'est une société où on est sous le regard permanent des autres. Enfin, il y a cette phrase que j'aime beaucoup de cette actrice qui part aux États-Unis, qui s'appelle Eva Wusbar, qui dit avec les nazis, il n'y a plus de lit, plus de casserole, plus de livres, plus de vie privée, quoi. Voilà, tout est sous le contrôle
le contrôle social, le contrôle de la société. Parce qu'on m'accuse souvent de faire beaucoup plus. Je dis je vais faire 2 films, j'en fais 10 et tout ça. Donc je suis connu comme le loup blanc quelquefois auprès de certains. Donc on se méfie de moi. Ce sera le prochain? Donc plus sérieusement, je voulais faire tellement l'enquête de Harvard est passionnante. Je voulais faire, j'ai raconté ça ce matin aux élèves de l'option cinéma. Je voulais faire un 3e film, enfin juste avec ce matériau, hein, un 3e film dont le terme aurait été le même, c'est-à-dire que le concours de Harvard est lancé à l'été 1939 et les Allemands exilés ont jusqu'au 1er avril 1940 pour répondre. Donc je ne serais pas allé plus loin, quoi. Bon, j'ai pas eu gain de cause, mais il se trouve que depuis, je fais un film en ce moment dont je viens de terminer le montage, que j'ai pas tout à fait terminé, parce que quand le montage est fini, le film n'est pas terminé, sur justement ce que vous dites, c'est-à-dire sur la période 38-45. C'est un peu un hasard parce que c'est avec France Télévisions, c'est pas avec Arte. Enfin, un peu un hasard, peut-être pas tout à fait. Mais en tout cas, pour raconter cette suite de l'histoire de l'Allemagne, de l'intérieur de l'Allemagne toujours, vue par les Allemands, de la nuit de cristal jusqu'à la capitulation en 1945, quoi. Et donc, c'est la suite de cette histoire, mais en même temps, c'est un autre point de vue. C'est le point de vue de ceux qui sont restés. Les uns sont plutôt d'accord avec ce qui se passe, ils sont d'accord avec les projets d'expansion du Führer, ils sont d'accord avec l'avenir radieux que Hitler promet à son peuple, et puis d'autres qui, bien que travaillant comme journalistes, enfin sous contrôle comme toute la société, sous contrôle du parti, écrivent dans leurs journaux intimes, écrivent dans les correspondances qu'ils gardent pour eux, écrivent ce qu'ils pensent vraiment de la situation. Donc j'ai un peu l'équivalent, j'ai un peu cette autre boîte noire de ceux qui ont, pour eux-mêmes, essayé de résister, au moins dans leur tête, enfin de résister, de penser librement, de garder de la lucidité, d'analyser la situation, quoi, voilà. Et donc, cet autre film qui s'appellera Vivre dans l'Allemagne en guerre s'arrête vraiment le 8 mai 1945. Parce que c'est un point de vue très intéressant aussi de voir comment, quand on reste dans un pays enfin, qu'on vit dans un pays sous dictature, dans un pays en guerre, en plus, comment on est solidaire et en même temps on peut pas être solidaire, quoi. Voilà, c'est un déchirement, hein, le déchirement de ceux qui décident de partir. À un moment donné, il se concrétise par le départ. Alors, il y en a quelques-uns plus avisés politiquement, plus courageux, plus lucides, qui partent dès 1933, hein, ceux dont vous avez entendu les quelques noms au milieu du film, ceux qui partent à ce moment-là, puis les autres, bah, ils partent au fur et à mesure, plus tard, enfin tout ça pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire que on se dit que ça va pas, ça va s'arranger ou ça ne va pas empirer. Et ce qui était très intéressant dans ce concours dont je suis parti, enfin cette enquête qui est sous forme de concours lancée par l'université de Harvard, c'est qu'elle correspond à une population très multiple. Il y a évidemment, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens de toutes les professions. Il y a évidemment une surreprésentation des intellectuels, enfin de gens qui écrivent, qui sont aptes à écrire, mais pas seulement. Et puis il y a des juifs allemands, bon, c'est les 2 tiers de cette population d'exilés qui répond, mais les autres sont catholiques, sont protestants, sont rien du tout. C'est des gens de gauche souvent, mais c'est des gens de droite. Enfin, c'est très divers. Il y en a qui partent ou qui écrivent et puis finalement qui partent pour des raisons morales, c'est-à-dire que la situation devient simplement insupportable, même s'ils ne sont pas menacés, eux, physiquement. Euh, voilà, j'aime beaucoup dans ces témoignages et dans le film ce professeur qui s'appelle Robert Bruch, qui dit qu'il n'a pas envie de s'engager dans l'ASA
L'ASA, c'est la milice du parti. Et il dit pas ça pour des raisons politiques, quoi. Il dit ça comme ça, je garderai mes soirées libres et je n'aurai pas à porter cet uniforme ridicule. Bon, c'est un argument. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus raffiné comme raisonnement politique, mais je trouve que voilà, c'est par là que ça commence, quoi. Pour garder son propre espace, pour garder son intimité. C'est ça que le nazisme a voulu mettre à bas pour la population allemande qui pouvait y consentir. Je ne parle pas de ceux qui n'avaient pas vraiment le choix. Oh, ben, c'est jamais l'université, c'est jamais les institutions, c'est plutôt des personnes, des hommes, des femmes, voilà. Et dans cette université, il y a trois chercheurs, un psychologue, un sociologue et un historien de l'Allemagne qui lancent cette enquête parce que l'un d'entre eux, en réalité le plus jeune, il a 26 ans quand il est l'âme de cette enquête, quand l'un de ses professeurs, Edward Hartshorne, décide qu'il faut faire connaître aux Américains la situation de l'Allemagne, que l'Allemagne sous Hitler n'est pas une sorte de pays de cocagne où tout irait bien, où l'ordre régnerait, quoi. Et donc, il considère qu'il faut rassembler des témoignages pour raconter aux aux Américains ce qui se passe. Et il faut d'autant plus le raconter que là, on est en 1936, en 1934, donc 2 ans avant, l'université de Columbia à New York, qui est une université rivale, hein, il y a aussi des rivalités universitaires. L'université de Columbia a fait un peu la même chose, enfin pas tout à fait la même chose, mais a fait une enquête auprès des Allemands en Allemagne, des Allemands qui ont adhéré au national-socialisme. Et évidemment, cette enquête, elle a eu tout le soutien du régime, parce que ça allait dans le sens du vent. Voilà. Et donc, ce jeune professeur de Harvard était très choqué par cette enquête, et donc il a décidé de réagir, et donc il a encouragé 2 de ses collègues, plus âgés que lui, à faire cette opération scientifique. C'est dans un but scientifique, c'est une enquête scientifique pour savoir ce que fait un régime politique tyrannique sur une population. Et donc il fait ça, et malheureusement, il voulait en extraire la partie qui concerne la Kristallnacht, la nuit de cristal, et l'a publié. Il n'a trouvé aucun éditeur aux États-Unis. Et puis il s'est mis il a été recruté, il parlait parfaitement allemand, il a été recruté par les services secrets américains pour faire du renseignement, etc., etc. Donc il avait l'obligation de ne plus rien publier. La guerre, les États-Unis sont rentrés en guerre. Et puis, son projet est tombé à l'eau, et son projet est d'autant plus tombé à l'eau qu'il est chargé, ce Edward Hartshorne, il est chargé en 1945, après la capitulation allemande, il est chargé de la dénazification de l'université allemande, de détecter ceux qui ont été des nazis importants, etc., etc. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'Allemagne, hein, et donc il est chargé de faire ça. Et un jour de l'été 1946, il est tué, il est en voiture, il rejoint il rejoint Munich où il est avec sa femme, il est tué sur une autoroute, voilà, d'une balle dans la tête, il meurt moins de 24 heures après, et on ne sait toujours pas qui l'a tué. C'est-à-dire si c'est des nostalgiques nazis qui ont voulu se débarrasser de lui, ou si c'est d'autres services américains qui trouvaient que quand même il faisait du zèle et que parmi les nazis, il y avait des gens qu'on pouvait recycler. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et tout ça explique peut-être aussi le fait que ce concours, pourtant il y avait 2 autres scientifiques avec lui qui l'ont mené, ce concours est resté un peu dans les tiroirs. La fin de la guerre est arrivée, on ne voyait plus l'intérêt de publier ça. Pour vous donner un exemple, il y a un texte uniquement, c'est des textes longs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, qui font 50, 100, 200 pages, hein, chacune de ces réponses à cette enquête. Vous en avez vu dans le film, hein, j'en ai filmé à Harvard. Il y a un texte seulement qui a été publié en France, en français, voilà. Il y en a une dizaine qui ont été publiés en allemand, en Allemagne, et il y en a 1 qui ont été publiés en 2 langues. Et il y en a 1 qui ont été publiés en 3 langues. Voilà. Et donc, il est chargé de faire ça. Et un jour de l'été 1946, il est tué, il est en voiture, il rejoint la ville de... Il est avec sa femme, il est tué sur une autoroute, voilà, d'une balle dans la tête, il meurt moins de 24 heures après. Et on ne sait toujours pas qui l'a tué. Voilà, on ne sait pas. Et tout ça explique peut-être aussi le fait que ce concours, pourtant il y avait 2 autres scientifiques qui ont voulu se débarrasser de lui, ou si c'est d'autres services américains qui trouvaient que quand même il faisait du zèle et que parmi les nazis, il y avait des gens qu'on pouvait recycler. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et tout ça explique peut-être aussi le fait que ce concours,
et il y en a une dizaine qui ont été publiées aux États-Unis, quoi. Sur 260, tout n'est pas de valeur égale, hein, mais ça veut dire que c'est très peu. C'est très peu, et alors que c'est d'un intérêt historique remarquable. Évidemment, il y a l'histoire de l'Allemagne dans une période capitale, cruciale du XXe siècle. Mais il y a au-delà de cette histoire-là, enfin, qui est évidemment l'histoire principale, il y a aussi l'histoire de l'adhésion, du consentement, de la soumission, de la docilité, quoi. Et je trouve qu'on vit dans des sociétés qui ne nous encouragent pas à avoir l'esprit critique, qui ne nous encouragent pas à penser librement par nous-mêmes. Alors évidemment, ce n'est pas comparable avec ce qui se passe à ce moment-là en Allemagne, mais je trouve que regarder l'Allemagne en étant dans cette espèce d'état d'immersion sans savoir ce qu'on aurait fait, enfin, ou j'espère savoir ce que je n'aurais pas fait, mais en tout cas ce que j'aurais fait, je suis moi-même bien incapable de le dire. Je trouve que c'est une façon de dire que le passé nous regarde, que ce n'est pas uniquement des vieilles histoires, que nous sommes concernés par l'histoire récente du XXe siècle. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce film. Et puis, plus concrètement, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est de découvrir ces témoignages comme des voix enfouies, des voix qu'on ne peut pas entendre, des gens qui ont témoigné et dont on n'a pas entendu les récits. Donc voilà, ça, j'ai une espèce de mission comme ça, si vous voulez. Et plus mon goût pour les archives amateurs, tout ça a fait que j'ai ressenti la nécessité de faire ce film, puisque faire un film, c'est consacrer beaucoup de temps de sa vie, voilà, mais c'est passionnant quand on a la chance de le faire. On est récompensé par le fait de faire les choses elles-mêmes. Mais je voulais d'emblée, je l'ai dit je l'ai écrit dans le projet parce que je savais que on m'embêterait si je le disais pas, mais qu'on m'embêterait aussi si je le disais. Donc il fallait mieux que je le dise tout de suite, fermement, comme un parti pris. Je voulais pas qu'il y ait, je sais pas combien il y a de personnages finalement, 25 ou 30, qu'il y ait 25 ou 30 voix. Voilà. Des voix d'hommes pour les hommes, des voix de femmes pour les femmes, enfin patati patala. Je voulais pas ça, je voulais au contraire donner une espèce d'unité à cette histoire. Cette histoire, elle est racontée à plusieurs voix, mais c'est comme un grand récit, si vous voulez. Et donc, je voulais qu'il y ait une voix qui serve à faire la narration. La narration, elle est réduite au minimum. Elle réside dans les petites présentations que je fais à la première personne en disant « je m'appelle Karl Peschke, etc. Je fais ceci, cela ». C'est ça la narration, parce que ça permet de situer les personnages, mais ça permet aussi de situer la chronologie de l'Allemagne, mine de rien, de dire on est en 40, on est en 37, on est en 35, enfin, il y a des petites choses très discrètes pour nous situer dans le temps. Voilà. Donc pour situer le personnage qui parle, le locuteur, le contexte, mais aussi je voulais que ce soit la même voix qui prenne en charge ces voix disparues, ces voix des témoins, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Voilà. Je voulais que ce soit la diversité des sources, que la disparité des matériaux, tous ces films amateurs, hétéroclites et tout ça, il y ait quelque chose qui soit un élément fixe, un point de repère fixe tout à l'intérieur du film. Et puis dernière chose, je voulais que cette voix, elle nous fasse entendre quelque chose de l'Allemagne perdue. Et donc, j'avais pensé à quelqu'un d'autre, et puis ça a été Ute Lamper. Je voulais que cette voix, elle ait une petite pointe d'accent allemand. Ça tombe bien parce que Ute Lamper, elle vit aux États-Unis, mais elle est allemande. C'est une chanteuse, elle fait des tours de chant toujours en Europe, en Allemagne, etc., etc. Et je voulais que c'est une exilée, quoi, d'une certaine façon, dans des conditions moins tragiques que l'histoire que l'on raconte dans le film, mais je voulais que ces exilés soient pris sur les épaules de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'aujourd'hui, et que cette voix soit la voix de tous ces absents. C'est plus mystérieux que cela, voilà. C'est-à-dire que je déteste, j'en ai parlé ce matin, je déteste les films dans lesquels les images d'archives illustrent ce qu'on veut raconter.
Voilà, parce que les images qui illustrent, on les voit plus. C'est-à-dire, on est tellement habitué à les voir, ces images qui illustrent, je sais pas, l'arrivée des Allemands dans Paris ou la montée au front des soldats en 14-18 et tout ça, c'est des images qu'on a tellement vues qu'on ne les voit plus, quoi. On ne les regarde plus, elles ne surprennent plus, elles nous étonnent plus, elles nous effarent plus, quoi. Voilà. Donc c'est des images qui, j'ai employé le mot, qui nous tombent des yeux, quoi. Je suis un peu excessif, hein, peut-être, mais voilà. Donc et puis on est confronté dans l'histoire du XXe siècle, l'histoire même de la seconde partie du XXe siècle, à beaucoup d'images manquantes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas d'images. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'images qu'on ne peut pas raconter. Donc il y a des tas de moyens de raconter, autrement que par les images d'archives. Mais quand on a des images d'archives, je sais pas, par exemple, j'en ai parlé plusieurs fois, la Nuit de cristal, il existe une ou deux séquences filmées par des amateurs de synagogues qui brûlent, qui sont vendues très très cher en plus par ceux qui les détiennent, ce qui est assez dégueulasse, quoi, on peut dire. Puis c'est tout, quoi. Il y a des photos, mais sinon il n'y a pas. Moi, il n'y a pas de photos dans ce film-là. J'aime beaucoup la photo, mais bon, c'est un film en mouvement, donc il n'y a pas de photos. Voilà. En revanche, il y a ces images de destruction de synagogues et tout ça, qui sont comme des destructions d'êtres humains, d'êtres vivants, quoi. Et donc, ça, je ne les ai jamais vus et j'ai trouvé que c'était au contraire, c'est ceux qu'il fallait que j'utilise. De même, comme il n'y a pas d'image de la nuit de cristal, je trouvais, c'est ce que j'ai dit à l'instant, je trouvais qu'une façon de l'évoquer, c'était cette scène de chasse avec Göring, quoi. Voilà, trouver des équivalents, on n'a pas d'image de la ségrégation, enfin vraiment, il y a quelques pancartes comme ça. Et donc, la façon de procéder, c'est plutôt, je travaille beaucoup comme ça, de mon côté, sur le texte, sur un monstre du texte, quoi, sur un collage du texte. Euh, qui est beaucoup plus long. Il y aurait de quoi faire un film de 8 heures, enfin, je sais pas, voilà. Et puis, j'ai ça comme ça. J'ai ça, je l'ai dans la tête, voilà. Et puis ensuite, j'essaie de le rétrécir, mais pas trop, parce que de le faire réduire comme en cuisine, enfin, bon. Mais pas trop, parce qu'il faut garder de la souplesse. Et puis, ensuite, je commence le travail du montage avec la monteuse. Je travaille avec une monteuse qui est souvent la même, Isabelle Poudevigne. Et avec la monteuse, on regarde ensemble les archives. Voilà, et on passe, je l'ai dit tout à l'heure, on passe 2-3 semaines à regarder tous les jours, comme ça, puis à classer, à ranger, à éliminer, à se dire, oh non, bon, ça, bon, oui, d'accord, à découvrir les images et à les ranger. Au même temps qu'on les range, c'est déjà une construction mentale. Et puis, bon, bien sûr, justement, comme j'ai un espèce de fantôme général du texte, je sais un petit peu, enfin, je sais plus ou moins, quoi, comment les choses vont pouvoir se marier. Puis après, on fait une construction chronologique, mais à partir de l'image. Parce que les images, elles sont grosso modo datées. Donc quelque chose de 37, on ne peut pas s'en servir pour 1932. Ou voilà. Et donc on fait une construction très lâche de l'image selon les émotions qu'on a devant les images. On construit un discours, on fait du cinéma muet pendant longtemps, quoi, pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis ensuite, après avoir fait une espèce de monstre de film muet, on commence à injecter en face, à mettre du texte, à voir comment ça réagit, comment ça colore l'image, comment ça nous permet de regarder autrement l'image, comment des choses tombent d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça un peu l'alchimie musicale, poétique, qui permet d'avancer. Mais en éliminant le plus possible les moments où on chercherait à raconter précisément tel ou tel événement. Enfin, sauf si on a des images qui sont un peu surprenantes. Par exemple, la journée de Potsdam, qui est une sorte de deuxième prise du pouvoir symbolique par Hitler. Là, il y avait beaucoup d'images de cette cérémonie. Donc, ça permet de raconter quelque chose. Dans le film que j'ai fait sur les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup d'images professionnelles ou amateurs sur le défilé des nations à l'ouverture des Jeux Olympiques. Ce n'est pas vraiment les Jeux, mais ça raconte quelque chose de très fort, quoi. Surtout que c'était vu de tas de caméras
l'amateur qui est venu avec sa caméra, mais aussi les équipes de Leni Riefenstahl, etc., etc. Voilà, on fait des blocs, on fait des chapitres, et puis ensuite on voit comment, on observe comment le texte réagit à l'image. Alors ce qu'il faut toujours, c'est très décollé de l'image, hein, c'est souvent très décollé, mais il faut toujours qu'entre le texte et l'image, il y a à un moment donné un point de contact. Et puis une fois qu'il y a eu le point de contact, on peut s'en éloigner, on peut raconter autre chose. On peut raconter quelque chose qu'on va voir de ses yeux et quelque chose qu'on va entendre avec ses oreilles. Et ça dilate le... Enfin, ça demande à un spectateur normal beaucoup d'attention, mais à mon avis, c'est excitant. Voilà. Et la musique, voilà. Voilà. Mais par exemple, la séquence terrible dont tout le monde se souvient, en général, de la petite fille qui rentre chez elle et qui explique qu'elle n'est pas dans une famille nazie, que à l'école, il a fallu sauter sur la petite l'amie qui est la fille du médecin juif et qu'elle elle a dû s'y mettre aussi et tout ça. C'est par définition pas illustrable, ça jamais. Bon, voilà, mais donc. Il faut trouver des idées et des équivalents pour faire sentir ça et pour être dans l'émotion de ce moment-là. Parce que le générique est plutôt long, mais surtout je tenais à ce que le nom de tous les personnages, de tous les témoins, soit redonné à la fin du film et qu'on sache pour chacun ce qu'ils sont devenus. Et donc le meilleur moyen de maintenir en haleine et de ne pas se faire couper à la diffusion, parce que la télévision ne redoute rien tant que les génériques très longs. J'ai trouvé cette ruse de couper le générique en deux, quoi, finalement. Et donc d'avoir une dernière séquence qui vient après le générique. On ne pouvait pas me dire « Ah, ça dure beaucoup plus de 40 secondes », quoi. Voilà. Puisqu'on a à la fois la litanie des noms, la suite des noms, puis on a toutes les personnes ou les institutions qui ont participé au film. Les vidéos, c'est pas moi qui les ai faites, hein. C'est pas des vidéos, c'est des films, c'est des petits films amateurs. Je sais pas, 2 ans, quoi. Voilà, il y a un très long travail et en plus aidé par une équipe pour trouver les textes, trouver à l'intérieur des textes. En plus, ces manuscrits ou ces tapuscrits, pour être savant, vous en avez vu quelques-uns dans le film, sont pour l'essentiel écrits en allemand. L'allemand, je parle pas un mot d'allemand. Et donc j'avais une petite équipe de lecteurs qui me faisaient des synthèses de chaque manuscrit. Et à partir de ces synthèses de manuscrits, je disais, ah, il y a ça qui me paraît intéressant, je voudrais ça, voilà. Et donc j'avançais peu à peu avec des tas de choses qui sont tombées, hein. Évidemment, on ne vise pas précisément ce qu'on veut obtenir, mais par curiosité, j'avais besoin d'un matériel traduit beaucoup plus important que celui que j'ai utilisé. Et puis dans le résumé, il y a quelque chose qui peut sembler très intéressant, puis finalement, la manière dont c'est dit est assez plate, ou au contraire, il y a quelque chose, on se dit, tiens, peut-être, pourquoi pas, et puis ça s'avère, au contraire, très passionnant. Voilà, il y a tout ce travail, tout en ayant le souci de raconter, de suivre la chronologie, c'est-à-dire de raconter en filigrane une histoire de l'Allemagne qui, dans le concours, ça part de la guerre de 14. La plupart des témoins, des exilés qui racontent leur histoire, commencent à la guerre de 14. Moi, je ne pouvais pas commencer à la guerre de 14. Là, c'était trop reculé, quoi. L'exhaustivité est un obstacle, quoi, souvent. Donc, je me suis dit que j'allais partir dans les années 30, quoi, 30-31, avant qu'Hitler n'arrive au pouvoir. Et donc, il faut, parallèlement à cette collection de personnages, reconstituer une chronologie qui raconte l'histoire de l'Allemagne, surtout dans la première année qui est décisive, l'année 33, mais aussi ensuite, quoi. Et puis aux lois de Nuremberg, et puis ensuite jusqu'à la nuit de cristal, jusqu'au départ des derniers Allemands qui ont répondu à ce concours, qui partent d'Allemagne. Voilà.
Donc il y a tout ce travail qui est très long. Et puis parallèlement, il y a tout le travail. Après, il y a un travail de traduction, d'adaptation. Tous les textes, je les ai réadaptés ensuite. Et puis après, il y a tout un travail de collation, de collection, de visionnage des images d'archives amateurs et autres.